Bonjour et bienvenue donc à la série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Donc, j'ai eu une question qui m'a été posée concernant la vie après la mort. Alors, la personne me demandait effectivement quelles étaient mes expériences concernant ce que j'avais pu expérimenter à travers les années concernant donc la vie après la mort. Donc, ça fait quand même plus de 25 ans que je pratique. J'ai donc été formé avec un guérisseur chaman qui s'appelait Ron Young il y a plus de 25 ans. Et après ça, bon, les 25 dernières années, j'ai fait des consultations d'une façon constante et continue avec des personnes où je lisais leur champ énergétique, où je les accompagnais dans une démarche de guérison, tant dans la dimension physique, énergétique que psycho-émotionnelle ou spirituelle. Donc, évidemment, j'ai pu accompagner des personnes qui ont quitté le monde et d'autres, évidemment, que j'ai pu accompagner dans un processus de guérison aussi. Ça m'a donc permis d'avoir une petite expertise concernant cette question-là. Donc, ça me faisait plaisir qu'elle me soit posée. C'est un sujet, évidemment, qui est sérieux et je vais essayer donc de vous répondre sérieusement aussi par rapport à ce que j'ai pu observer dans ma pratique, des petits éléments, des petites anecdotes que je vais vous raconter qui vont sans doute pouvoir refléter ma pensée, puisque c'est à travers les années que j'ai pu observer ça. Mais je commencerai par tout début de ma carrière, parce que quand j'ai commencé, moi, j'ai suivi une formation et dans laquelle l'exorcisme avait une importance, vraiment c'était important comme dans la démarche que je suivais. Et je peux vous dire que j'avais très peur, moi, des entités à cette époque-là. Premièrement, quand on m'a invité à cet enseignement-là, c'est une amie qui m'avait invité à aller suivre un stage avec ce guérisseur-là. Et je ne pensais pas, moi, qu'on allait parler d'entités. Je ne pensais pas surtout que j'allais me faire exorciser pendant le stage et que d'autres gens, bon, avaient des situations de crise dans lesquelles ils se mettaient à pleurer, je ne sais quoi. Donc, c'était toujours un peu surprenant, puisque, évidemment, ça ressemblait à des films d'horreur, en quelque sorte. Et puis, comme j'étais pas préparé à ça et que le guérisseur ne nous expliquait pas vraiment le processus, bien évidemment, on se posait des questions. Moi, je me demandais qu'est-ce que c'était tout ça. Donc, j'étais un peu sur la défensive dans le stage. Par contre, j'ai eu beaucoup de facilité, beaucoup de plaisir à tous les niveaux, sauf cet aspect-là qui me gênait un peu, parce qu'évidemment, je ne le comprenais pas. Et je vous avouerai que ça a été longtemps un questionnement, tout ça. Parce qu'évidemment, quand on fait un travail intuitif d'une façon naïve, parce que moi, quand j'ai commencé ce premier stage-là, c'était tellement facile pour moi de le développer que je me suis pas demandé comment ça fonctionnait. C'était d'une évidence que ça fonctionnait. Parce que c'était comme, je faisais ce qu'on me disait de faire, puis je le faisais, puis ça fonctionnait super bien. Alors que plein de monde autour de moi avait de la difficulté. Donc, je suis très vite devenu un peu comme un exemple, disant, ah, ben, cette personne, elle réussit bien, elle le fait bien. Donc, beaucoup de gens étaient fascinés par le fait que je réussisse sans que je comprenne pourquoi. Je vous raconte ça parce que finalement, euh, quand j'ai commencé, moi, je voyais beaucoup les mémoires dans les champs énergétiques des gens, c'est-à-dire que je voyais des personnages. Alors, ces personnages-là, évidemment, ça ressemblait à des entités. Puis à un moment donné, il y a une anecdote qui s'est passée dans ce cheminement-là, parce que j'ai suivi la formation pendant 3 ans avec ce guérisseur-là. Je ne me rappelle plus à quel moment dans les 3 années, mais c'était vers la fin. Je me suis retrouvé avec lui et d'autres personnes avec lesquelles on faisait un cas de guérison avec une personne qui se retrouvait dans la salle, dans le centre de la salle. Je connais très bien la personne qui était dans le centre de la salle et qui se faisait donc, on faisait un soin sur cette personne-là, et il y avait donc des entités, entre guillemets, qui se retrouvaient dans le champ énergétique de cette personne-là. Et il y avait entre autres une prostituée. Et puis, je vous dis ça, puis vous allez voir comprendre pourquoi. Je dis qu'il y a une prostituée parce qu'à fin de compte, elle s'est retrouvée sur moi. J'ignore pourquoi. Vraiment, parce que moi, je pars du principe qu'il y a une résonance qui peut exister entre une mémoire et une entité. Et on n'est pas, pour moi, on n'est pas victime de quelque chose, on est en résonance avec quelque chose. Et dans le travail de guérison, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on crée donc un cercle de guérison, puis évidemment, ça nous met dans une position en faisant ce cercle de guérison-là, on fait une lecture intuitive et souvent les mémoires ou les entités vont se retrouver dans une situation où ils vont quitter le champ énergétique de la personne pour essayer quelque part de se cacher, entre guillemets, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Et il y avait donc une énergie qui était sur moi, qui était une prostituée. Bon, je ne vous dirai pas ce qu'elle m'a fait, là, mais là, on blague un peu, je disais que c'est un sujet sérieux, vous voyez comment je peux être, je suis en train de perdre un peu ce sérieux-là. Mais c'est pour vous faire part que cet événement-là était très marquant pour moi parce que j'avais une amie aussi à côté de moi qui avait aussi capté une entité. Et Ron nous a dit, est-ce que tu es capable de gérer ça, Sylvain? Quelque chose comme ça qu'il m'avait dit. Et puis moi, ben, c'est une prostituée, bon, j'avais même pas à la payer, donc j'ai rien dit. Je dis, oh, oui, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème à vivre cette expérience-là, donc de l'entité qui était sur moi. Bon, ça se vivait assez bien. Euh, Comment ça se vivait, comment je l'ai expérimenté, ce phénomène-là, c'était plus comique qu'autre chose. Je vous le raconte avec une certaine légèreté parce que c'était cocasse.
il y avait cette mémoire-là qui était un peu comme une perception imaginaire, tout simplement, mais cette perception imaginaire avait un peu plus de présence. Elle avait un peu plus de présence que, par exemple, quand je dis je travaille sur la mémoire, que je vois un champ énergétique d'une personne, je vois des mémoires qui sont là, et ces mémoires-là, ben effectivement, je vais les côtoyer, je vais discuter avec elles, mais je ne sens pas leur présence, je ne sens pas une autonomie euh, extrêmement forte, comme cette mémoire-là avait une autonomie qui est extrêmement forte. Et à un point où je pouvais sentir sa présence sur moi. Et dans ce sens-là, elle avait une certaine autonomie, elle faisait des choses, elle disait des choses, etc. Et donc, le travail a été fait donc, de libérer la personne, on l'a exorcisé, etc. Bon, ça a été tout ça. Mais ça a été un moment fort pour moi parce que c'est un moment où ça a été comme confirmé quelque chose et j'ai mieux compris ce que c'était qu'une entité. Et à travers la discussion que je fais avec vous, je suis en train un petit peu de définir aussi la différence entre une mémoire et ce qu'on appelle une entité. Je dis bien ce qu'on appelle une entité parce que je trouve que le terme entité est galvaudé. On le nomme à toutes les sauces, à tous les moments. Moi, j'étais médium pendant très longtemps et j'ai souhaité carrément me sortir de ce monde-là parce que j'entendais des histoires d'horreur d'une façon constante et continue. Et ça m'a amené donc à développer ce que j'appelle l'écoute imaginaire, qui est devenu aujourd'hui la pleine conscience intuitive, parce que justement, je voulais démystifier le processus intuitif, parce que je trouvais que souvent les médiums, et je ne dis pas aujourd'hui que c'est comme ça, puis je ne dis pas que tous les médiums sont comme ça, mais malheureusement, au Québec, à l'époque où j'étais, j'ai constaté que beaucoup de gens m'appelaient pour me faire valoir, me faire raconter des histoires d'horreur concernant des médiums qui avaient tendance, effectivement, pour un tout et un rien, de faire valoir que le problème était causé par une entité. Et vous comprendrez que quand on parle d'une entité, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui appartient. Hein, moi, si on me dit j'ai une entité en moi, ben, je suis un peu comme pris dans une situation où qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir un exorciseur, je vais aller voir un médium, je vais aller voir quelqu'un qui va être capable de me dire qu'il va être capable de me l'enlever. Donc, je deviens complètement irresponsable. Et puis moi, dans la marche intuitive, comme vous disais tout à l'heure, on résonne avec quelque chose. Donc, si moi, je suis dans une position où je me dis en possédé, ben, je dois d'abord et avant tout comprendre que je suis responsable de la possession. Et quand je dis responsable, je fais attention à ce que je dis, hein, c'est-à-dire qu'il y a une résonance qui existe entre moi et cette entité-là. Cette résonance, elle est quoi? Ben, elle est finalement reliée à mon vécu émotionnel, qui va donc résonner avec le vécu émotionnel de la mémoire en question. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va l'appeler une entité? C'est que moi, mon vécu émotionnel a une certaine densité. La résonance avec ces mémoires-là a une certaine densité, qui va faire que les deux ensemble vont créer une densité assez forte pour que la mémoire en question devienne ce que j'appelle une entité, c'est-à-dire quelque chose de plus dense, de plus habité, qui va plus me perturber même à la limite. Mais il faut comprendre que cette perturbation-là, elle est reliée à quelque chose de l'ordre de je suis en résonance avec. J'aimerais vous raconter une histoire de cas qui va vous éclairer peut-être par rapport à ça, qui était quand même intéressant. C'était une femme qui est venue me voir, mais en fait, c'est sa sœur qui m'a demandé si sa sœur pouvait venir me voir, parce que c'était son dernier recours, parce qu'ils s'apprêtaient à l'amener en psychiatrie. Donc, cette femme-là est venue me voir et elle était donc dans une position un peu de perturbation forte, hein, c'est-à-dire qu'elle me disait qu'elle elle pouvait plus sortir dans la rue, parce que quand elle sortait dans la rue, elle avait l'impression que le regard des hommes venait la déshabiller. C'est-à-dire que le regard des hommes était agressant pour elle d'une façon tellement grande qu'elle se sentait violée carrément par le regard des hommes. Donc, elle n'arrivait plus à sortir de la maison pour cette raison-là. Et puis, évidemment, elle était très fatiguée, très épuisée, etc. Donc, elle n'était plus capable de fonctionner, plus capable de travailler. Donc, on devait l'interner dans un institut psychiatrique parce que justement, on n'arrivait plus à trouver de solution. Et quand j'ai commencé à faire le travail sur cette femme-là, la première chose qui est ressortie très clairement et très fortement, c'était une image très forte d'une Amérindienne. Et cette amérindienne-là s'est manifestée à moi avec une densité, justement. Et c'est là qu'on distingue ce qu'on pourrait appeler l'entité. L'entité, quelque part, c'est une mémoire qui est plus identifiée à sa souffrance. Et pourquoi elle est plus identifiée à sa souffrance? C'est parce que l'individu avec lequel elle est en résonance est plus identifié à sa souffrance aussi. Donc, vous comprenez que c'est vraiment des conditions de souffrance émotionnelle qui vont faire souvent qu'une entité va prendre forme. Et dans ce cas-ci, cette femme-là, amérindienne, me dit, je veux tuer tous les hommes. Donc, cette femme-là qui me dit je veux tuer tous les hommes, bien évidemment, vous savez que je suis un homme, en tout cas j'espère que vous le savez. Et là, je me trouve dans une position où une femme est en train de me dire qu'elle va tuer tous les hommes. Alors évidemment, ça touche ma nature masculine, hein, et je me dis, bon, il va falloir, hein, je dois faire quelque chose. Hein, je ne peux pas laisser tous les hommes se faire tuer par cette femme-là. Encore là, je suis en train de blaguer, je suis désolé, mais c'est pour faire valoir quelque part que tout ça peut être fait d'une façon assez légère. C'est-à-dire que cette femme-là, évidemment, si j'avais commencé à
avoir une conviction qu'elle était négative, ben j'aurais peut-être effectivement eu une approche différente, hein. J'aurais pu dire: «Bon, ben voilà, elle est négative, elle veut tuer tous les hommes, je vais me battre avec elle, je vais sortir ma croix, mon eau bénite, hem, mes incantations et puis, je vais me battre avec elle pour essayer de libérer, hein, pour empêcher qu'elle tue tous les hommes». Alors évidemment, dans l'approche de la pleine conscience intuitive, on aborde justement ce principe de la mort comme un être humain devrait l'aborder, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit la souffrance simplement avec compassion. Et que quand quelqu'un me dit je veux tuer tous les hommes, je me dis, tiens, elle a beaucoup de souffrance. Et je lui demande à ce moment-là, naturellement, pourquoi? Ben, pourquoi tu veux tuer tous les hommes? C'est une question qui apparaît simple, mais que finalement, souvent, quand on parle des entités, on n'a pas l'impression, on oublie souvent cette notion toute simple de dire, ben voilà, si une mémoire ou une entité a une certaine colère, violence, une expression quelque part négative, ben, quelque part, elle a une raison d'être, cette expression négative-là. Et sans doute que la première chose que l'on devrait faire, c'est de s'adresser à elle en lui demandant, ben voilà, raconte-moi, pourquoi tu souffres? Quelle est la raison d'être de cette douleur que tu as? Et dans ce cas-ci, cette Amérindienne-là m'a expliqué qu'elle avait été violée par un ami avec qui elle avait une confiance absolue et elle s'est retrouvée dans une position où elle a été violée et tuée par cet homme-là. Alors pour elle, c'était vraiment une souffrance profonde qu'elle vivait. Et elle me disait qu'elle était présente, parce qu'elle avait une raison d'être, cette femme-là. Elle n'était pas juste là pour me raconter ça. Elle était là parce qu'elle résonnait donc avec ma cliente et elle disait, je suis là pour amener cette dame-là à se réapproprier son droit d'être en colère. Alors oui, ça c'est intéressant, parce que souvent on associe justement le principe des entités comme quelque chose de négatif. Alors que dans ce cas-ci, cette mémoire-là, elle avait donc un élément positif à apporter à mon partenaire, puisqu'elle était là pour lui donner l'opportunité de se réapproprier la colère qu'elle n'avait pas assumée jusqu'à maintenant. Alors évidemment, c'est une information qui était clé. Alors, le travail a consisté justement à permettre à cette femme amérindienne de redonner ce pouvoir de la colère à la cliente, à mon partenaire qui était là. Et il y a donc eu beaucoup de réactions émotionnelles de mon partenaire, parce qu'évidemment, ça a été une prise de conscience qu'elle a eue, parce qu'évidemment, à travers la lecture, le processus qui a été fait, on a compris que cette dame-là, son histoire de vie était assez simple. Elle avait un homme, un père très, très dominant à l'origine. Elle a eu ensuite un mari très, très dominant. Et ensuite, après ce mari-là, elle s'est retrouvée dans une position de milieu professionnel d'homme, dans lequel elle était aussi dans une position dominée. Alors, vous voyez que l'aspect dominant a toujours été quelque part très, très important dans sa situation. Donc, le fait d'être dominé la mettait dans une position où, pour elle, c'était comme naturel comme situation. Alors maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire, c'est-à-dire que, évidemment, donc, dès le jeune âge, elle se sentait dominée. Donc, tout au long de sa vie, elle s'est trouvée dans une position de domination. On sait qu'on est capable, nous, en tant qu'être humain, d'en prendre. On est capable d'être dominé pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, cette personne-là, elle n'était plus capable d'en prendre. Elle s'est levée un matin et elle n'était plus capable de supporter quelque part cette domination que les gens lui exerçaient sur elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps commençait à lui dire non, je ne veux plus, moi je ne veux plus, je ne veux plus. Et là, elle n'était plus capable d'aller travailler. Elle n'était plus capable de se comporter comme elle le faisait avant parce que son corps lui interdisait d'une certaine façon. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'était plus capable d'endurer cela et que son corps lui disait ça suffit, il faut maintenant, il y a un cycle qui change et maintenant il faut que tu te remettes en contact avec la colère qui est en toi, que tu as depuis très longtemps, depuis que ton père te domine, que tu as cette colère-là, mais que tu t'es jamais permise de l'assumer parce que quelque part, tu ne te donnais pas le droit de l'assumer. Et c'est là, quelque part, que tout le travail, finalement, a consisté justement à ce que cette femme-là devienne consciente que tous ces symptômes que j'ai décrivés étaient reliés justement à cette colère qu'elle n'assumait pas, qu'elle ne manifestait pas, et que tout le travail nous était de devenir consciente de la frustration et de la colère qu'elle avait eue à travers donc les différentes situations de vie qu'elle a pu expérimenter, et de commencer donc à accueillir cette colère-là comme une force, comme une puissance qui allait lui permettre donc de renouer contact avec qui elle est vraiment et de commencer à vouloir cheminer dans sa vie en accord avec qui elle était puisqu'elle voulait dorénavant. Donc, ça a pris quelques semaines pour vraiment amener le changement en profondeur chez cette personne-là, mais ça l'a complètement transformée. Elle s'est pas trop en psychiatrie, elle a vraiment renoué contact avec son essence fondamentale et c'est quelque chose d'assez intéressant qui en est résulté. Je vous raconte ça parce que le thème, je sais que le thème, c'est vraiment la vie après la mort, mais c'est certain que ce que je viens de vous décrire là,
met en évidence une chose toute simple, c'est que qu'est-ce que c'est que lorsqu'une personne décède, qu'est-ce qui se passe? Selon moi, il se passe une chose toute simple, c'est que moi, je suis un être fait de chair et d'os, je suis unique dans le monde de la matière, je suis unique. Hein, quelqu'un, on ne peut pas rencontrer Sylvain Bélanger à 2 reprises dans le monde terrestre, on ne voit que Sylvain Bélanger tel que je suis. Tout comme vous d'ailleurs. Et si on rentre dans le monde subtil et qu'on voit une personne décédée, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette personne décédée, elle a un ensemble de mémoires qui sont dans son propre champ énergétique, qui sont reliées à son histoire de vie, qui sont reliées à son histoire familiale et qui sont reliées donc à des mémoires d'autres vies. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand une personne va décéder, ben, il y a des fréquences chez cette personne-là qui sont différentes. Il y a des fréquences qui sont très basses, il y a des fréquences qui sont très élevées. Donc, à travers le processus de la mort, il va y avoir comme une répartition, je dirais, des fréquences mémorielles qui sont dans l'être, dans cette personne-là, qui vont se répartir dans des couches hiérarchiques, pourrait-on dire, de fréquences, qui vont faire qu'on pourrait retrouver une personne décédée dans une fréquence très basse, on pourrait la retrouver dans une fréquence très élevée, et on pourrait donc constater que deux personnes distinctes pourraient exister simultanément dans le processus de la mort. Je vous raconte ça parce que moi, quand ma mère est décédée, c'est ça que j'ai pu expérimenter. J'ai eu la malchance de me retrouver dans un voyage où je ne pouvais pas revenir le moment venu pour assister donc à la cérémonie du décès de ma mère. Et j'ai fait un travail intuitif sur elle à distance à ce moment-là pour justement compenser le fait que je n'étais pas présent. Et j'ai pu constater à ce moment-là, elle était décédée de la maladie d'Alzheimer, et j'ai constaté quelque part qu'il y a des niveaux de fréquence où elle était vraiment carrément encore complètement dans la maladie et complètement incarnée dans cette maladie-là, complètement, donc égarée, etc. Et il y avait d'autres niveaux de fréquence où je voyais ma mère qui était beaucoup plus dans un processus d'épanouissement, d'évolution, de conscience, par exemple, faire deux états extrêmes, parce qu'il y avait d'autres états en plus que je pouvais, qui étaient observés également. Alors évidemment, tout ça évidemment, nous amène à questionner sur cette fameuse notion de la vie après la mort, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la vie? C'est quelque part hein, le monde terrestre actuel. Quand on décède, on doit comprendre quelque part qu'il y a donc des facettes de notre vie, des étincelles, des particules de notre vie, notre âme, pourrait-on dire, qui, elle, va remonter dans les niveaux de conscience supérieurs et dans lequel on pourrait presque dire que l'objectif de ça, ultime, hein, c'est de fusionner avec la lumière, de fusionner avec le bon Dieu, pourrait-on dire, avec la vérité absolue. Et il y a toute une série d'autres mémoires, d'autres états de conscience qui ne sont pas capables de s'élever à cette lumière-là, qui, eux, vont donc faire un cheminement. Ce cheminement-là va se faire à travers les croyances qui sont animées par ces mémoires-là. Alors, par exemple, une mémoire, je me rappelle, moi, une personne était venue me voir pour son père qui venait de décéder, puis elle me posait une question à savoir si que son père était bien. Et puis moi, je le voyais, son père, qui n'était pas du tout désireux de lui parler. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Mais il était très au loin, il était au large, il était sur l'eau, sur un bateau, un voilier. Puis il faisait au revoir, comme s'il voulait dire, je vais super bien, tout va bien, ne t'inquiète pas, tout est merveilleux, tout est fantastique. Et puis évidemment, là, elle se met à pleurer et elle me dit que son rêve à son père, c'était de faire une croisière en voilier, faire le tour du monde en voilier. Et que pour elle, mais c'était ça qu'elle était en train de faire. Alors donc, ça a été quelque chose de très fort pour elle, parce que ça lui a permis de vraiment faire la paix d'une certaine façon avec la mort de son père. Et c'est intéressant parce que ça me permettait vraiment donc de pouvoir justement constater que après la mort, bien évidemment, il y a des mémoires, des personnes décédées qui vont, donc des facettes d'eux-mêmes, qui vont pouvoir vraiment accomplir des grands rêves qu'ils ont eus tout au long de leur vie. Et dans ce sens-là, c'était ça qui se passait chez cette personne-là et c'était donc une belle expérience. J'ai vu d'autres situations où des mémoires, finalement, étaient dans une position de culpabilité ou dans une sorte de purgatoire, pourrait-on dire, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir pas fait une bonne vie. Puis, donc, il y a des mémoires qui se retrouvaient dans des sphères limitatives, justement, et qui faisaient quelque part qu'elles ne pouvaient pas donc se libérer. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, on peut envisager tous les scénarios possibles, finalement, quand on parle de la vie après la mort, puisqu'il y a donc des facettes de nous qui vont s'élever à des niveaux de fréquence très élevés. Par contre, il y a des parcelles de nous qui ont des fréquences plus basses, qui vont finalement rester prisonniers, pourrait-on dire, de fréquences plus basses, et dans lesquelles elles vont construire un univers en harmonie avec les fréquences basses, en harmonie surtout avec les croyances qui les animent. Alors évidemment, qu'est-ce qui est intéressant dans la pleine conscience intuitive, c'est que nous, on peut, justement, on pense à l'idée de faire passeur d'âme, hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment envisager l'idée qu'on peut aller voir les mémoires en question, ou les facettes de la personne décédée, et donc de travailler avec elle
pour comprendre la raison d'être de leur souffrance, de leur douleur, mais de déprogrammer et de les soigner afin de les aider justement à s'élever et à libérer leurs limitations. Alors ça, c'est un travail qui est fort intéressant et qui nous permet justement d'envisager de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus nette et beaucoup plus précise de quelle façon qu'on peut accompagner une personne décédée dans ces sphères-là. Alors, ça, c'est un élément important. J'aimerais peut-être vous relater un autre exemple que j'ai eu dans ma pratique qui est quand même intéressant, qui touche un phénomène assez rare qu'on appelle le phénomène du poltergeist. Et c'était un enfant qui se retrouvait dans une situation euh, qui faisait éclater des télévisions. Ça en faisait 2 ou 3 qui faisaient éclater. La dame a été voir un médium qui lui avait dit justement que l'enfant, ça ne faisait rien avec, ben, l'enfant allait la tuer. Alors, comprendrez, c'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment voulu me sortir de ce milieu-là, parce que je trouvais que c'était un peu excessif de dire des choses comme ça. Ça mettait la personne dans une position de grande peur, de grande crainte. Elle disait, lui, le médium disait justement qu'il avait beaucoup de colère en lui, puis qu'il y avait donc, il s'était donc suicidé, cette mémoire-là qui habitait l'enfant, et qu'il y avait effectivement une volonté donc de la tuer. C'était un peu l'histoire qui était dite par le médium. Et évidemment, la seule solution pour cette dame-là, face à ce médium-là, c'était d'aller voir le médium et de faire un exorcisme. Alors, vous voyez quelque part qu'il y a toujours cette espèce de relation un petit peu pécuniaire qui peut être associée à ça et qui peut être dangereuse. Alors, il est venu me voir pour avoir un deuxième avis, en fin de compte, et moi, je ne pouvais pas la voir physiquement, elle était beaucoup trop loin. Donc, j'ai dû faire une consultation téléphonique. Dans ce cas-ci, ce n'est pas téléphonique, c'est à distance carrément, et où j'ai ensuite pu relater ce que j'ai pu voir dans un deuxième temps. Alors, ce que j'ai vu chez cet enfant-là, c'est, dans un premier temps, de la colère, bien évidemment. C'est un enfant qui avait à peu près 12 ans, très, très en colère. Et cette colère-là, euh, qu'est-ce qui était intéressant là-dedans, c'est que c'est la colère qui était là, c'était vraiment relié à une forme d'humiliation. On sentait que l'enfant avait vraiment une expérience d'humiliation qui se vivait. Ça, c'était très, très fort. Ensuite, j'ai donc fait un travail pour justement aller voir cette fameuse résonance qu'il y avait avec cette fameuse mémoire ou entité. Et là, j'ai vu effectivement une scène d'un homme en train de se battre en cap et d'épée avec un autre homme pour une femme. Alors, évidemment, c'est un cas qu'on a déjà vu dans les films sans aucun doute. Et là, c'est une situation qui est là. Et évidemment, un des hommes se fait ridiculiser par l'autre. Il ne se fait pas tuer, il ne se fait simplement qu'égratigner. Et devant cette femme-là, la femme assiste à ce duel-là, donc elle voit quelque part la position d'humiliation que l'autre vit. Et évidemment, ce mec-là est tellement humilié devant la femme qu'il aimait qu'il décide de se suicider, de s'enlever la vie parce qu'il n'est pas capable de supporter la souffrance, l'humiliation qu'il a vécue. Alors, c'est la scène de la mémoire d'autre vie. Alors, moi, je disais tantôt qu'il y a des résonances qui s'effectuent entre la mémoire d'autre vie et mon partenaire. Et dans ce cas-ci, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai donc travaillé sur la mémoire en question d'autre vie pour la déprogrammer, la libérer, pour que justement cette mémoire-là quitte le champ énergétique de mon partenaire. Et quand j'ai fait ça, ben, ça veut donc dire quelque part que mon partenaire a pu se réapproprier. C'est ça qui s'est passé, un genre de retour d'énergie qui s'est fait. Et ça arrive vraiment fréquemment quand on fait un travail sur les résonances de mémoire d'autre vie ou des mémoires familiales. On va souvent faire un travail de déprogrammation qui va faire que lorsque la mémoire quitte le champ énergétique de la personne concernée, il y a vraiment une récupération énergétique qui s'effectue. Et cette récupération énergétique-là, c'est un peu comme si on se réappropriait quelque chose qu'on avait perdu en fin de compte. Et là, à ce moment-là, il y a eu donc ce retour d'énergie. Et là, ce que j'ai vu apparaître, c'est une scène où je vois l'enfant avec la mère et un homme. Et l'homme en question, je pense que c'est le père, moi à ce moment-là, euh, a une certaine volonté de dominer l'enfant devant la mère. C'est un peu comme un jeu pour lui. Et l'enfant, bien évidemment, lui, il ne trouve pas ça drôle, puis il se sent vraiment humilié, puis très en colère. Mais comme il a 12 ans, et que l'homme est un adulte, ben l'enfant n'est pas capable de réagir adéquatement face à l'adulte en question, et il est donc très, très, très en colère. Et puis évidemment, ce qu'on voit évidemment, c'est qu'avec l'âge, cet enfant-là va devenir tellement colérique et violent que la première chose qu'il va vouloir faire dès qu'il va être assez vieux, c'est de frapper cet homme-là, de vouloir lui donner une raclée en fin de compte. Alors moi, c'est ça que j'observe. Et évidemment, quand je parle avec la personne en question qui m'avait demandé de faire une consultation, ben là, je lui fais part de ce que j'ai vu et je lui donne mes conseils. Je lui dis, ben regarde, il faudrait sans doute parler à cet homme-là parce que je pense que cet homme-là a un rôle à jouer là-dedans, en sachant pas qu'effectivement, s'il y a un homme dans la vie de cette femme-là, mais quand je lui raconte l'histoire, elle se met à rire, puis elle me raconte justement qu'elle a un nouveau compagnon, ça fait pas très longtemps, et que cet homme-là, quelque part, a tendance, effectivement, à jouer avec l'enfant. Il dit jouer, mais effectivement, l'enfant se met souvent à pleurer et se sent et elle n'aimait pas justement la façon qu'il avait d'agir avec l'enfant, parce qu'elle trouvait quelque part que
C'était humiliant comme situation pour l'enfant. Et elle lui avait demandé de ne pas le faire, mais il le faisait quand même, tout ça. Et finalement, par la suite, elle a décidé de laisser cet homme-là. Moi, je n'avais pas conseillé de le laisser. Je lui avais plutôt essayé lui avais conseillé de lui parler plutôt. Et elle me disait, bon, plusieurs mois plus tard, que à partir du moment où j'avais fait ce soin-là, il n'y avait plus de situation et l'enfant était redevenu beaucoup plus calme, beaucoup plus de bonne humeur, etc., beaucoup plus épanoui. Donc, elle était très, très contente de ce qui avait été fait. Je vous raconte ça encore une fois pour faire valoir que cette notion de vie après la mort, quand on se met à réfléchir à ces diverses situations, on commence à comprendre que cette notion de vie après la mort se manifeste, hein, c'est un peu comme si on pouvait comprendre quelque part qu'il y a donc des parcelles lumineuses qui vont s'élever vers le ciel très très haut et qui vont se fusionner. Donc on pourrait facilement envisager que la personne qu'on a connue sur Terre quelque part, ben, elle se fusionne à la lumière, donc elle n'existe plus. Hein, c'est un peu la démarche spirituelle qu'on retrouve aussi, hein, c'est-à-dire que dans un travail d'illumination, il y a donc l'objectif, à quelque part, c'est de fondre avec l'univers, hein, en fin de compte. Donc c'est certainement une dimension de l'être qui décède qui va donc se connecter avec ça. Mais on doit comprendre qu'il y a un certain nombre d'autres facettes qui sont plus ou moins élevées selon le travail qui a été fait chez la personne, qui vont se retrouver dans ce que j'appelle la pollution mémorielle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme d'inconscient collectif, c'est-à-dire que dans l'univers parallèle au monde physique, il y a cet univers subtil, et dans cet univers subtil, il y a une accumulation d'informations mémorielles qui s'accumulent, et lorsqu'une personne décède, ben quelque part, il y a des mémoires qui peuvent se perdre dans cet univers mémoriel-là. Puis cet univers mémoriel-là, évidemment, il y a plein de possibilités de résonance. Si moi, par exemple, je suis décédé avec un sentiment d'abandon, ben, je peux raisonner avec plein de mémoires d'abandon qui existent depuis le début des temps. Donc, vous comprendrez quelque part que c'est là que ça peut devenir complexe d'envisager effectivement un travail de libération, hein, vraiment profond de toutes les facettes de l'être avec lesquelles on travaille, parce que justement, tout ce processus de mémoire va comme engrammer finalement et emprisonner d'une certaine façon la conscience humaine. Vous allez me dire, mais c'est effrayant. C'est effrayant qu'après la mort, on puisse vivre des choses comme ça, ou que des facettes de nous-mêmes puissent vivre des choses comme ça. Mais je vous dirais qu'on le vit tous. Faut pas comprendre que ça se fait pas uniquement après la mort, ça se fait continuellement. Nous sommes présentement en interrelation avec des mémoires. Nous sommes en interrelation avec des mémoires qui nous unissent en tant que collectivité humaine, mais cette collectivité humaine, elle est en corrélation, est en liaison, en résonance avec l'histoire de l'humanité et l'histoire familiale de chacun de nous. Donc, vous comprendrez quelque part qu'un ensemble d'informations mémorielles qui est immensément vaste, avec lesquels on est en interaction. Et que si on veut effectivement faire un cheminement de guérison sur soi, un cheminement de libération par rapport à cette notion de vie après la mort, c'est évident qu'on doit apprendre à se détacher de l'expérience mémorielle. Et se détacher de l'expérience mémorielle, ça veut dire quelque part de développer une forme de maturité par rapport aux charges émotionnelles qui sont associées à l'expérience humaine. Alors donc, évidemment, on a simplement pensé qu'aux 7 chakras, puis à se rappeler quelque part qu'il y a plein d'émotions associées aux chakras. Donc, à travers les hiérarchies du processus de la mort, on doit finalement passer à travers des expériences de paix, hein, je dirais, et d'harmonie, dans lesquelles on va se dégager de toutes les émotions qui sont associées aux souffrances et aux douleurs qui ont pu se vivre dans notre vie et dans la vie familiale avec laquelle on peut, de nos ancêtres, et des mémoires d'autres vies avec lesquelles on peut en raisonner, pour vraiment se dégager, se dégager, se dégager. Et c'est là qu'on aborde la démarche spirituelle, puisque dans la démarche spirituelle, qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est à travers justement un état de paix et de tranquillité, on arrive à ne plus raisonner avec l'histoire humaine, on arrive justement à se connecter avec la dimension spirituelle et à se fondre en elle. Donc, vous comprendrez évidemment que toute la démarche de la vie après la vie, ben, quelque part, passe par notre cheminement actuel, dans le sens qu'on se doit passer nous-mêmes par cette expérience de la vie et cette expérience justement d'être capable de faire la paix avec la vie pour justement ne plus être tout le temps en état de dissociation, de résonance avec des mémoires de notre histoire personnelle, des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, qui vont finalement nous gruger, qui vont nous empêcher quelque part de nous libérer lorsque viendra le moment de la mort. Donc, je pense que ça peut être un élément de réflexion certainement que de se mettre en évidence ces aspects-là. Je terminerai peut-être avec un dernier élément que j'aimerais apporter par rapport à cette question-là, qui est un élément que je trouve qui m'a toujours beaucoup troublé quand ça s'est passé. Il y a des personnes qui sont venues me voir, qui voulaient vivre absolument, et quand je faisais une lecture sur eux, leur champ énergétique me disait non, moi je ne veux plus vivre. Et j'avais beau faire la déprimation, j'avais beau faire des soins, j'avais beau faire toutes sortes de choses, la volonté de vivre n'était plus là. Alors ces gens-là, si je leur parlais consciemment, me disaient je veux vivre, je veux me battre. Sauf que dans leur champ énergétique, il y avait comme une forme de lâcher prise,
Le lâcher-prise n'était pas relié à je me sens abattu, je ne sais quoi. Non, c'était vraiment comme non, moi non, j'ai débranché, moi, le courant est débranché. Et dans tous les cas où j'ai pu observer ce phénomène-là, les personnes sont décédées dans un court laps de temps. Alors évidemment, moi, j'appelle ça les pulsions de mort, hein, pour donner un terme. Les pulsions de mort, c'est qu'à un moment donné, lorsque la vie a atteint quelque part sa limite, pourrait-on dire, ben, il y a un processus de détachement qui se fait avant même que le cerveau soit capable de l'enregistrer. Il y a un processus de détachement qui se fait dans le corps et qui l'amène tout doucement à reconnaître en quelque part que c'est terminé. Et ce processus-là, finalement, est intéressant encore une fois à comprendre. Et moi, évidemment, mon objectif, quand je vois ce phénomène-là, ça m'est arrivé à 5 ou 6 reprises. Euh, je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais dit à personne, bon, ben, c'est fini, merci, au revoir, hein, tu t'en vas. Non, j'ai toujours voulu accompagner la personne, toujours en lui faisant comprendre quelque part ce que j'observais, mais toujours en lui faisant valoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour faire un travail qui nous permettrait d'aller plus loin, tout simplement ensemble, par cette démarche-là. Pour moi, c'était toujours été très important de mettre en évidence à quelque part qu'il est possible euh, de, 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 favoriser la guérison, de favoriser le potentiel de santé chez une personne, tant et son temps quelque part que la personne le souhaite, mais évidemment, sans acharnement, sans volonté quelque part d'aller à l'encontre de la vie qui est en cette personne-là, de ce que moi je percevais chez cette personne-là. Donc, quand je voyais qu'il y a des pulsions de mort qui étaient présentes, je lui reflétais, je lui en parlais pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour justement chercher à favoriser une démarche de guérison. Mais dans les cas où j'ai observé ça, souvent, j'ai donc constaté que la mort était comme un choix, en fin de compte. C'est ce que j'ai pu observer dans ma pratique. Et c'est un thème que je voulais peut-être aborder parce que je me dis que la vie après la mort, ben, c'est aussi ce processus entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui se passe entre le moment entre je suis en vie et je suis mort? Ben, quelque part, il y a donc un phénomène qui est celui-là de désistement, que j'appelle, qui amène progressivement, donc tout doucement, lorsqu'on observe une personne qui est en voie de décès, de constater quelque part que son champ énergétique commence justement à se déployer souvent vers le haut du corps et dans lequel, évidemment, il y a donc un processus de quitter le corps qui va se faire à un moment donné et qui va justement amener donc cette mémoire-là, donc cette énergie-là mémorielle de quitter le corps, de quitter son corps physique, puis de tout doucement, justement, être emporté en quelque part par la lumière. La lumière, qu'est-ce que c'est? Mais c'est comme on l'a vu, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de fréquence dans la lumière et la mémoire va donc finalement de la personne décédée va se retrouver dans un processus où elle va constater quelque part que les fréquences avec lesquelles elle vibre, elle va se retrouver en harmonie avec ces fréquences-là dans les niveaux de conscience divers du monde de la mort. Et puis évidemment, la lumière, c'est la partie la plus lumineuse de la personne, va renouer contact avec la lumière à un niveau plus ou moins important, dépendant du développement spirituel que la personne a pu expérimenter ou a pu vivre. Donc voilà. Alors, c'était la réponse à ma question concernant cette question qui était fort intéressante en tout cas, je trouvais ça fort intéressant de vous en parler. J'espère que vous avez été fortement intéressé à l'écouter, à entendre. Et si vous avez évidemment envie de partager par les différents réseaux sociaux cette conférence, bien évidemment, vous êtes bienvenus. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez me témoigner, bien évidemment, de ce que vous avez comme question sous les vidéos. Vous avez des espaces pour le communiquer, que ce soit sur YouTube, Facebook ou autre. Vous pouvez toujours me téléphoner, par mail, etc. Donc, vous avez le loisir de communiquer avec moi si vous le souhaitez. Sachez que vous avez sous le lien du vidéo également, vous avez un lien sous la vidéo qui vous propose une promotion, qui vous est proposé un petit enseignement d'un enseignement, donc un module 1 qui vous présente donc les bases de la pleine conscience intuitive, la préparation et les techniques de décodage intuitif. Ensuite, un module 2 qui vous présente sous forme de vidéo qu'est-ce que c'est que la déprogrammation des mémoires cellulaires et qu'est-ce que c'est que les soins, la technique de soin numéro 1 qui s'appelle la technique de réunification. Donc, vous avez une introduction à la pleine conscience intuitive à travers les deux modules qui se composent d'une quarantaine de vidéos. Et vous avez en plus une mini-consultation de 30 minutes avec moi qui vous permet donc de pouvoir vraiment goûter les saveurs de la pleine conscience intuitive d'une façon expérientielle et non pas d'une façon théorique comme l'on vient de faire aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être une belle occasion pour vous de découvrir la méthode. C'est pour ça que je vous propose ça. C'est 49,95 € ou 49,95 $ canadiens. Donc, si ça vous dit, c'est une promotion qui vous donne accès donc à la découverte de l'approche très sommairement, très simplement, mais qui va vous donner donc un peu plus un avant-goût de ce que c'est et peut-être vous donner envie d'aller un peu plus loin, puisqu'il y a une formation personnelle qui se compose de 15 modules d'enseignement, de 15 webinaires, 15 pratiques supervisées,
Vous avez également 12 mini-consultations à l'intérieur de cette formation-là. Donc, c'est une formation qui vous accompagne à travers 15 mois. Et vous avez une formation professionnelle qui se compose de 5 spécialités. Donc, une spécialité la première année, 2 spécialités la deuxième et 2 spécialités la troisième année. Et vous avez des stages en présentiel pour chacune de ces enseignements-là, pour chacune des années. Donc, vous avez une combinaison de l'enseignement en ligne et de l'enseignement donc en présentiel. Et vous avez également 12 mini-consultations réparties sur 3 années dans la formation professionnelle. Donc, vous avez des liens également pour découvrir les pages d'inscription sur la formation personnelle et professionnelle sous la vidéo, si cela vous dit de le découvrir. Donc voilà, alors, ça m'a fait plaisir donc de vous faire découvrir, de répondre à cette question et à une prochaine fois donc pour que je puisse répondre à une autre question très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.